Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Geneviève Pruvot, comment vit-on au quotidien dans le monde d'aujourd'hui sans téléphone portable ? Ah, ça c'est... quand on n'a jamais eu le téléphone portable, on n'a pas de changement d'existence. On reste dans la continuité de ses habitudes. Et c'est exactement mon cas, tout simplement. Donc j'ai un carnet d'adresses. Et puis surtout, j'en emprunte, puisqu'il n'y a plus de cabine téléphonique. Et les personnes sont tellement étonnées que je n'en ai pas. Je leur fais même faire le numéro, tellement je suis incapable de faire ça avec les doigts, que du coup, ça crée des occasions de rencontres aussi. Et ça ne vous gêne pas dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ? Alors, je pense que c'est un luxe quand même. C'est-à-dire que je suis beaucoup sur mon ordinateur et donc j'utilise en fait le mail comme une messagerie et comme une manière de prendre et de fixer des rendez-vous. Mais non. Pourtant, je suis allée dans des endroits extrêmement complexes, je veux dire dans des ruralités où il n'y a pas forcément d'indication, mais je fais des plans à l'ancienne. Et c'est pareil pour conduire, j'ai pas besoin d'un GPS, j'ai mes petits plans, je m'arrête, je demande, et c'est vraiment absolument pas gênant. Chaque fois que j'en ai besoin, 2 minutes après, mon problème se résout, et donc me confirme dans le fait que c'était pas nécessaire. Alors, je vous pose cette question parce que Geneviève Pruvot, vous avez écrit Quotidien politique à la découverte, un livre qu'on a énormément aimé à Reporter, et on est heureux que vous soyez là. Et en fait, vous posez la question du quotidien. Et voilà, le téléphone portable fait partie de notre quotidien de citoyen ou citoyenne du 21e siècle dans un pays dit développé. Pourquoi finalement le quotidien, c'est-à-dire la vie quotidienne, est-elle un acte politique, une façon d'intervenir ou d'interagir avec la société ? Parce qu'en fait, la quotidienneté, ça a tout de suite associé à la routine ou quelque chose qui doit être en arrière-plan, tandis qu'il y aurait des grands événements politiques de l'autre ou une vie professionnelle bien pleine. Et c'est en fait associer la quotidienneté à des sphères, ou la sphère privée par exemple, c'est manquer complètement ce que c'est que la quotidienneté. Et là, Henri Lefebvre est vraiment très intéressant avec tous ses ouvrages et sa grande saga sur la quotidienneté. Henri Lefebvre, quotidien. C'est qui ? Alors Henri Lefebvre, c'est un intellectuel, un sociologue, marxiste, qui a une longue, qui a écrit, en tout cas ça commence dans les années 50 jusqu'aux années 80 en fait. Il travaille sur la notion de quotidien, et pour lui, le quotidien, c'est un régime d'attention. Un régime d'attention qui permet de mettre en veille, en fait, ces alarmes habituelles. Et donc, on réfléchit pas en permanence qu'on doit manger, qu'on doit aller d'un endroit à un autre. On utilise, de façon incorporée, un certain nombre d'habitudes. Mais pour autant, ce quotidien-là est politique, parce qu'en fait, d'une part, il est fortement appareillé, c'est-à-dire qu'il est soumis à une matérialité qui rend possible le fait de mettre en veille sa vigilance, et cette matérialité, elle évolue dans le temps. Elle évolue profondément même, et donc il en fait la tête de pont en fait de l'invasion capitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme évidemment va s'attaquer aux entreprises, à l'État, mais va évidemment nous produire en tant que consommateurs et consommatrices. Et donc l'intégralité de notre quotidienneté qui nous semble tout à fait anodine, des gestes fondamentaux comme naître, mourir, mais manger, dormir, habiter, vont devenir la proie en fait de tout un marché qui va nous vendre du prêt-à-vivre, en fait, en quelque sorte. Et donc, il appelle ça la consommation dirigée, puisqu'il, évidemment, critique l'idée qu'il y aurait une liberté d'une part de choix et encore plus de matière. Et donc, ce quotidien, il est profondément enraciné et pétri, en fait, de structure, de macro-structure, alors que ça s'arrête de la micro-activité. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que cette quotidienneté fortement appareillée, elle est en même temps aussi un endroit, un moment d'expérimentation. Et ça peut devenir révolutionnaire à ce titre-là, parce que la quotidienneté, c'est un moment d'essai et d'erreur, on essaie des trucs, on discute entre familiers aussi. C'est-à-dire que pour que ça devienne routinier, ça ne devient pas routinier par miracle, c'est le produit de débats internes, quand même, y compris dans les familles. C'est pas du jour au lendemain que tout le monde se met à faire la vaisselle, on le sait bien. Donc c'est un lieu où on peut aussi enlever les masques, s'engueuler aussi, et aussi sédimenter, réfléchir. Et donc, c'est pas pour rien qu'ils s'intéressent à la commune, par exemple, la révolution de la commune, qui va transformer la quotidienneté, où les gens vont organiser l'approvisionnement et les fêtes aussi. C'est-à-dire, la quotidienneté, ça inclut la fête. Et donc, c'est un haut lieu de métamorphose. Mais
On va revenir à Henri Lefebvre. D'une part, il était marxiste. Il intervenait à une époque où l'idée, c'était on va transformer le monde par le pouvoir d'État. Enfin, c'était la version marxiste-léniniste. On va prendre l'État et la classe ouvrière, pionnière, changera le monde par en haut, en quelque sorte. Et lui, il disait, mais non, il faut interroger par la quotidienneté. Mais en même temps, cette quotidienneté, il en parlait à une époque où c'était aussi l'abondance. C'est que on découvrait la machine à laver, le linge. On découvrait la télévision qui permettait d'aller voir ailleurs. On commençait à avoir des voitures à son époque, je sais pas, des Dauphines ou des Arondes qui permettaient quand même de voyager au loin. Puis après, on a découvert l'avion qui permet d'aller au bout du monde pour ceux qui le peuvent. On a découvert le téléphone portable. Donc, est-ce que la contrepartie de cette quotidienneté appareillée, comme vous dites, dirigée, où on perd finalement l'individu, perd son autonomie, c'est pas compensé par une abondance et un confort tout à fait extraordinaire? Henri Lefebvre, il a quelque chose d'assez intéressant, mais il y a d'autres auteurs dont je parle qui sont dans la même posture, c'est qu'il assiste à la fin des sociétés paysannes, qu'il connaît et qu'il a d'ailleurs étudié à travers les communautés pyrénéennes, qui sont pour lui aussi des vectrices d'autogouvernement, ce qui l'intéresse énormément, d'autogestion en fait, dans des époques médiévales et qui peuvent se perpétuer jusqu'à l'époque moderne et dont il voit encore les résidus. Et donc il se pose la question de, quand même, malgré tout, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Et il oppose une quotidienneté cyclique, créatrice, abondante, justement, avec une possibilité de maîtrise des matières, et de l'autre, une quotidienneté inerte sur laquelle on n'a pas la main, aucune prise, et aussitôt consommé, aussitôt disparu, il faut racheter. Et donc, il y a vraiment pas pour lui, d'angélisme, enfin, comment dire, évidemment qu'il y a la question du progrès et de tout ce qui est apporté, mais il pense nécessairement en termes de chaîne d'exploitation, tout simplement. Et donc, mon confort se fait au prix de quelle exploitation? Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, c'est que cette quotidienneté appareillée, enfin, elle empêche d'être à l'écoute du monde. C'est-à-dire qu'elle dirige aussi notre paysage sonore, notre paysage visuel. Elle arrase, en fait, elle uniformise. On est vraiment dans la critique de la standardisation. Alors que lui, c'est pas pour rien qu'il va aussi beaucoup être important pour les géographes. Il voit une variété d'arrangements humains dans les milieux de vie qui lui semblent tout d'un coup, mais réduites à la portion congrue. Et donc cette polyrythmie du monde qui l'intéresse tant, c'est-à-dire pouvoir voir tout l'ensemble du bruissement du monde, mais voilà, tout le bricolage humain qui font que ces cycles de vie n'ont rien de reproductible d'un micro-canton à un autre. Lui, plutôt que de voir ça comme un truc arriéré, il voit ça comme la preuve de l'ingéniosité humaine. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est ce que les sociétés humaines vont rester ingénieuses. Je veux dire, il y a franchement moins de variété de téléphones portables qu'il y a de variété de faux. Et précisément, en ce moment, on a perdu ou plus exactement, vous le dites, avec la norme contemporaine d'existence, celle dans laquelle on vit, ce quotidien appareillé. En fait, on méconnaît la fabrication. On ne sait pas comment est fait la montre qui est là, le micro qui est là, même le pain que nous allons acheter tout à l'heure pour manger, pour rentrer à la maison. On est à distance, en fait, de tout ce qui nous entoure et de ce qui constitue le moindre geste de la vie quotidienne. Alors ça, c'est un autre point très important, c'est que la quotidienneté appareillée est une quotidienneté abstraite, profondément abstraite du milieu de vie d'où sont extraites les matières nécessaires à la vie, pour le dire autrement. Et là, pareil, on peut comparer vraiment dans différentes régions du monde dans lesquelles on voyage. On dit, c'est chouette, toutes ces échoppes, on voit les gens bricoler, ils sont quasi dehors. Dans les champs, il y a plein de gens qui travaillent. Et là, on prend en photographie de façon abondante cette sorte de... Une sorte de carte postale aussi. Ouais, de carte postale, sans se rendre compte que, de toute manière, c'est ce que l'on est en train de voir, c'est la fabrique du monde. Et que, en bout de chaîne de vie, y compris dans nos pays à nous, il y a des gens qui sont en train de trimer dans les champs et de fabriquer la subsistance nécessaire pour que des ouvriers et des industriels puissent se nourrir. Et donc cette perte de visualisation du travail collectif qu'implique le moindre de nos gestes vitaux, c'est un problème politique parce que d'une part, ça n'invite pas du tout à comprendre les conditions de travail dans lesquelles ces choses-là sont produites et pourtant ces choses nous sont nécessaires et donc ça conduit à faire de ces petites mains des invisibles, délocalisées. En plus maintenant c'est formidable, c'est à l'autre bout du monde que ça se passe et on n'y va que d'une façon touristique mais pas du tout pour visiter les usines des puces électroniques de nos téléphones portables. Et donc il y a quelque chose d'une abstraction folle qui est constitutive du capitalisme qui est colonisateur. Et dans cette
colonisation, il faut entendre aussi déterritorialisation, c'est-à-dire qu'il faut que la fabrique du monde doit se faire à l'échelle monde, et donc ça implique qu'on n'a plus la maîtrise évidemment localement de comment les choses se fabriquent, et qu'en même temps on n'a plus les moyens non plus de contester les possédants de ce monde qui se trouve évidemment à l'échelle planétaire maintenant. Et ça, c'est aussi invisible en fait. Et qui devient invisible. Et les féministes là-dessus jouent un rôle fondamental. Notamment les féministes qui m'ont intéressée, les féministes de la subsistance, c'est qu'elles disent la fabrique du monde, c'est des petites mains paysannes, des petites mains domestiques, des petites mains ouvrières, des petites mains qui vont faire en sorte que la reproduction de la vie qui permet de travailler dans la société salariée que le capitalisme aussi va promouvoir, que ce monde-là soit possible. Donc ce travail de subsistance de base est totalement vital, et son invisibilisation, c'est pas juste invisibilisation du travail domestique au sens où on va préparer la cuisine, ça va plus loin, c'est que les matières qui font qu'on cuisine sont elles-mêmes invisibilisées. Donc c'est une longue invisibilisation qui va du travail de subsistance qui est au contact premier des matières jusqu'au travail domestique dans nos cuisines ordinaires. Et ça crée du coup entre des femmes qui ont le travail domestique, mais aussi des paysannes et des paysans, un lien très fort, et des ouvriers au milieu qui pratiquent l'assemblage. Et cette invisibilisation, elle est tragique parce qu'en fait, d'une part, elle empêche quelque chose qui s'appellerait le soin environnemental. Parce qu'en fait, quand on est en prise avec la matière et qu'on n'a pas 50 000 intermédiaires ni une distance folle, et en fait, on doit se préoccuper du renouvellement des matières. C'est-à-dire que moi, si j'achète un truc en bois, je sais pas de quel bois ça vient. Si c'est du mélaminé collé, je sais même pas s'il a bien fallu du bois au départ, même si aujourd'hui, il y a quasiment plus rien en bois. Donc, la question des forêts, de l'eau, des ressources, cette préoccupation majeure qu'il y a quand on est en prise avec le travail de subsistance disparaît. Si notre société et notre quotidien, chacun et chacune d'entre nous est destructrice de l'environnement, de l'écologie, c'est parce qu'on n'a plus la perception directe de ce qui est nécessaire pour vivre. Exactement. Dans le féminisme de subsistance, en fait, vous revenez aussi sur les sociétés paysannes, voire même le néolithique, c'est-à-dire ce passage un peu mythique, enfin pas tout à fait mythique, mais historique, il y a à peu près 10 000 ans, entre des sociétés de chasseurs-cueilleurs et des sociétés paysannes. Qu'est-ce qui se passait quand même dans ces sociétés paysannes dont les féministes de subsistance parlaient, et aussi des féministes des pays du Sud, comme Vandana Shiva, qui font un lien avec ces sociétés paysannes qui sont encore relativement vivaces? Bah déjà, comme c'est des sociétés sur lesquelles on n'a pas toujours, on a des artefacts, mais de là à couturer et proposer une vision sociale bien nette de comment tous ces objets qui ont subsisté, dont on ne sait pas tous ceux qui ont disparu, de comment tout ça est organisé, c'est aussi propice évidemment à la projection en fait de sociétés imaginées et dans lesquelles on peut, par exemple, postuler ou se dire que c'était des sociétés dans lesquelles la place des femmes n'était pas dévaluée. Et donc là, il y a tout le gradient écoféministe, ça va explorer aussi bien le renversement, les femmes seraient surpuissantes, mais c'est plus fréquent, et c'est pour ça quand on caricature en disant oui, elles seraient dans une sorte de matriarcat où les femmes domineraient, c'est beaucoup plus subtil que ça. Elles disent au contraire que ce seraient des sociétés égalitaires. Alors évidemment, où il y aurait le rôle des femmes, donc du côté des semences, de la reproduction de la vie, de la maîtrise aussi de la distribution de la subsistance commune, qui n'est pas rien, serait un rôle magnifié et qui ne serait pas du tout réduit comme aujourd'hui on fait du travail domestique quelque chose d'absolument dévalué dont il faudrait par décennie réduire le nombre de minutes. C'est même une invention du 19e siècle. À un moment, vous dites que la femme au foyer est une invention du 19e siècle. Ah bah oui, vous pouvez pas imaginer les sociétés paysannes avec des femmes au foyer. Enfin, ce que je sache, les poules et les vaches et les champs, c'est pas dans la maison que ça se passe. Et les femmes au foyer qui sont totalement improductives. Ça devient même le modèle de la grande dame bourgeoise du 19e qui ne fait rien, qui a des robes, des crinolines et qui fait de la broderie. Qui fait la broderie dans le meilleur des cas, autrement qui bavasse et... Oui, en fait, c'est une invention vraiment de l'industrie et du capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut détruire les sociétés de subsistance qui sont assez autonomes. Et donc, créer des femmes improductives, c'est vraiment une manière de priver en fait les sociétés paysannes d'une force de travail.
et d'un pilier central. Encore une fois, pas de subsistance, il n'y a pas de processus de conservation, de stockage, d'organisation des semences, etc., etc. Et donc, c'est un travail, le textile, qui était aux mains de tous les foyers et qui est devenu réduit à la broderie. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autonomie textile. Si demain, le Bangladesh ne nous vend plus ses t-shirts, on s'habille plus. Et qui était en complémentarité. Le rôle des femmes, y compris dans la production, était en complémentarité avec le rôle des hommes. C'était tout à fait. Alors, il n'y avait pas une division du travail, il y avait peut-être plutôt une complémentarité des tâches. Alors, c'est une division du travail. Ça, il n'y a pas de doute. Division genrée, sexuée du travail. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchie de prestige ou pas entre ça? Et là, il y a vraiment des débats entre historiennes féministes, historiennes des techniques. Et donc, c'est très intéressant de les voir revisiter ce qu'on appelle les sociétés prémodernes en disant non, il n'y avait pas... C'est des sociétés patriarcales, il n'y a pas de doute, mais c'est un patriarcat dans lequel le rôle des femmes et leur rôle crucial dans la subsistance commune ne pouvaient pas être dévalués. Sinon, on mange pas. Enfin, je veux dire, il se passe rien. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment une complémentarité nécessaire. Et cette nécessité, du coup, donne du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd ce pouvoir-là? Et donc, le passage à la modernité et de la femme au foyer privée de la maîtrise de la matière et du renouvellement des matières, c'est une perte sèche pour les femmes. Mais il y a d'autres gains, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas non plus de dire que... l'égalité en droit, c'est énorme. Je veux dire, ça, c'est l'égalité en droit, même si évidemment ces droits sont bafoués tous les jours. La possibilité aussi de changer de mode de famille, de ne pas être restreinte à la famille patriarcale. Même si là encore, il faut être modéré. Je pense qu'il faut pas... On parle d'un système de... Enfin, on fait comme si la famille nucléaire avait existé de tout temps. Mais c'est une invention, ça aussi. Une invention qu'Ivan Illich traque, cette famille mononucléaire, hétérosexuelle, réduite à 2 parents et en gros quelques enfants. C'est le contraire. Ce n'est pas viable dans une société paysanne. Il faut des maisonnées avec une cohabitation de plein avec des parentèles très élargies, une hospitalité assez importante, des animaux qui évidemment font partie intégrante de la famille. Et donc, c'est des maisonnées qui sont... Alors là, par contre, c'est pas maîtrisable de la même manière qu'une petite famille, qui est très déménageable, très manipulable. C'est vraiment ce que vont dire beaucoup de théoriciens du capitalisme, en parlant de cette famille nucléaire comme petit atome extraordinaire pour lancer la société de consommation. Donc la femme qui devient maîtresse dans ce royaume, je comprends qu'elle soit totalement... se sente bien flouée. Elle a beaucoup perdu. Reporter. Le quotidien d'écologie. Geneviève Pruvot, dans ces sociétés paysannes avec les maisonnées, il y avait aussi un rapport au commun. Voilà, parce que là, et c'est là que je trouve que les écoféministes de subsistance sont très importantes, c'est qu'elles parlent beaucoup, je pense à Veronika Benhold-Thomsen et Maria Mies, qui sont des féministes allemandes, qui dès les années 70, au moment du MLF, vont alerter sur le fait qu'on ne peut pas qualifier les sociétés paysannes de sociétés archaïques et qu'il n'y a pas à trouver dans la continuité des sociétés paysannes de l'émancipation. Et ça, c'est assez important parce qu'évidemment, elles ont en tête les féminismes du Sud, enfin les pays du Sud dont elles voient la transformation à grande vitesse. Et ce qu'elles disent, et ce qui est assez important, c'est que effectivement, le commun, quand on parle de commun ou de communaux, même de terre, dans les sociétés paysannes, c'est un niveau de sophistication, de complexité aussi, mais aussi de potentialité de redistribution à l'ensemble de la maisonnée, qui est énorme. C'est-à-dire que c'est pas pareil de redistribuer à 4 personnes avec 2 familles que quand on a 50 personnes là qui mangent collectivement et dont il faut organiser la vie collective. Et là-dessus, il y a même l'amérindienne Winona LaDuke, là, qui est une économiste au Ojibwe, qui vraiment parle aussi en disant, vraiment, vous nous parlez de vos communautés attentionnelles dans les années 70, mais enfin, nous, ça fait 10 000 ans qu'on vit en communauté et que la question de la subsistance commune, c'est la base de notre mode de vie. Et donc, elle dit, alors c'est sûr, vous pouvez vous organiser, il faut aller dans ça. Et donc, elle invite vraiment à aller du côté communautaire. Et Veronika Benhold-Thomsen et Maria Mies parlent de elle, vraiment, elle emploie le terme de sweat equity, équité dans le labeur. C'est-à-dire que on ne peut pas s'émanciper au prix de l'exploitation de petites mains à l'autre bout de la planète ou dans notre propre domicile, avec la délégation du travail domestique. Et donc, il faut partager
ce qu'on va appeler le sale boulot, mais qui est aussi un boulot créatif. Elles disent toutes les deux, à notre connaissance, les gens bossent, triment, c'est pénible, le travail capitaliste aussi, hein. Il y a vraiment du surtravail, du surmenage, des burn-out. Donc, tant qu'à faire du travail pénible, partageons-le. Et partons aussi d'un travail qui met les mains dans la terre. Et c'est pas normal que tous les métiers qui mettent les mains dans la terre soient dévalués. Il faut sortir ou réduire la spécialisation des travaux. Ça va vraiment c'est pour ça que les sociétés de paysans les fascinent tant, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs et de chasseuses-cueilleuses les intéressent autant, c'est que la division du travail existe, mais elle est infiniment plus réduite que le régime d'hyper-spécialisation dans lequel nous, on est rentrés. Et qui est vraiment qui est présenté, y compris par Durkheim, par exemple, qui est vraiment un sociologue de la fin du 19e siècle, Émile Durkheim. Et qui fait de l'extrême division du travail un facteur de solidarité. Alors que, au contraire, celles et ceux qui vont regarder du côté des sociétés paysannes disent, voilà, il y a une moindre division du travail, moindres écarts sociaux aussi. Et dans les chasseurs-cueilleurs, on va même les appeler, les anthropologues, on va les appeler les sociétés égalitaires. C'est pas pour rien. C'est que le gradient des tâches et des richesses, c'est-à-dire que il y a pas de chef, nous dit Pierre Clastres, mais en plus, il fait le boulot de subsistance. Parce que tout le monde doit le faire. Et donc, cette idée de tout le monde doit retrousser les manches, c'est quelque chose qui, à la fois, trouve évidemment, et puis c'est une inspiration qui est puisée dans des sociétés autres que nos sociétés occidentales modernes, mais c'est aussi une vision du futur, c'est à l'horizon. C'est-à-dire ? C'est ce qu'il faut faire, c'est présenté comme un programme politique. Et tous les autrices et les auteurs qui m'ont intéressée, de Illich, Lefebvre, Françoise Daubonne, qui est notre écoféministe française, parlent toutes de petites sociétés autogérées. Les biorégionalistes, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est pas quelque chose de lointain qui serait lié à un mode de vie qu'on ne pourrait plus reproduire. C'est vraiment pas le retour à la bougie ou aux Amish, mais c'est une vision nouvelle et émancipatrice de l'avenir. Exactement. C'est-à-dire que là aussi, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que les sociétés, les alternatives écologiques m'ont beaucoup intéressée. C'est parce qu'évidemment que c'est pas le temps du rouet, de la bougie, je me retrouve avec des personnes qui ont plus un téléphone portable que moi, ou des ordinateurs et une voiture, donc un moteur à explosion. C'est comment on compose, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd, comment on refait village aussi avec la société moderne telle qu'elle existe, comment on va métisser en fait des techniques. On va pas. Le capitalisme industriel est fondé sur l'hégémonie technique, c'est-à-dire quand il y a une technologie qui s'invente, elle doit détruire les autres. Il y a une cohabitation provisoire et puis après c'est éradiqué. Et ça c'est vraiment une manière de faire, de s'implanter, qui conduit au monopole et tout, évidemment pas du tout au fameux libre choix du mythe néolibéral. Et donc, ce que racontent, moi, les alternatives écologiques que j'ai pu observer, c'est que c'est justement pas du tout, comme on pourrait dire, ce fameux retour en arrière à la terre, mais c'est une recomposition, un réaménagement de ses priorités techniques, de son agenda, de la manière dont on va gagner de l'argent. Parce qu'évidemment qu'on ne sort pas d'un système monétaire, mais l'argent peut être tracé, n'a pas la même valeur selon qu'il est fondé sur le profit ou sur l'échange, tout simplement. Ils vont bien, les gens qui vivent dans ces alternatives écologiques rurales que vous avez visitées. Vous en avez visité beaucoup, enfin pas seulement visité, vécu aussi, je crois, mais est-ce qu'ils vont bien ? Eh ben oui, très bien. Et alors ça leur manque pas quand même, tout ça ? D'une part, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens biographique. Donc en fait, voilà, c'est pas d'un claquement de doigts, ça arrive pas du jour au lendemain. Et le biais, évidemment, de mon enquête, c'est que je prends des personnes dans des endroits et je prends les personnes qui continuent d'y être. Donc ceux qui en partent ne font pas partie de mon échantillon. Celles et ceux qui repartent en ville, notamment, ou qui changent de région. Mais j'ai fait suffisamment de régions, suffisamment d'endroits pour voir des personnes qui se plaisaient pas à un endroit, du coup, vont à un autre. Donc le nomadisme fait partie aussi de la recherche du bon lieu, du bon collectif, dans lequel on va se sentir accompagné dans cette mue qui est quand même très importante. Et l'avantage, comme je le disais, des entretiens biographiques, c'est que voilà, ça se fait progressivement à tout âge. J'ai des personnes c'est à 70 ans, c'est entre 60 et 70 ans que la mue s'opère. Donc c'est pas rien. La mue vers une cohérence des personnes qui disent je suis dans la consommation bio, mais je suis pas dans la transformation malgré tout du système de consommation. Donc j'essaie
de m'engager dans des luttes et de mettre en cohérence mon mode de vie, ma façon de travailler aussi. Et donc, tout ça, c'est tellement énorme que ça prend plusieurs années. Et ça prend tout un groupe aussi. C'est pour ça que je m'élève contre l'idée que ce serait des trajectoires individuelles qui feraient ce chemin tout seul. Il faut évidemment être accompagné. Il faut réapprendre à faire société, à faire communauté. Il faut réapprendre à faire mes communautés, se créer une communauté, partir de communautés déjà assez structurées, qui vivent pas nécessairement ensemble. Le modèle des sociétés, des communautés intentionnelles de cohabitation dans un même lieu n'est pas du tout le modèle unique, et y compris dans des lieux comme Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de collectifs, mais justement plein de collectifs. Quoi. Et il y a des personnes aussi qui choisissent d'habiter en habitat léger de façon plus resserrée, mais ils font société et collectif en ayant une multiplicité d'échanges avec d'autres. Et donc ça, c'est fondamental comme manière de réhabiter, et collectif. Pourquoi ? Parce qu'on va pas du jour au lendemain se refaire ses vêtements, refaire tous ses légumes, et que des échanges se créent entre des choses qu'on choisit, qu'on peut faire, qu'on est en capacité de faire. Parce que malgré tout ça implique non pas de l'argent, enfin, ça c'est aussi un autre point important, mais du temps et un accès à la terre. Et ça, c'est compliqué. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'avant de trouver un endroit, d'acheter un terrain, il y a des formes d'hospitalité qui se créent à partir de celles et ceux qui ont pu accéder à la terre. Et là, il y a des solidarités importantes avec ceux qui ont pu avoir accès de façon très peu chère dans les années 70 à des maisons, des ruines qui sont retapées, qui valent de l'or aujourd'hui, et qui donc ont des terrains, sont installés. On s'est installé. Et donc, il y a vraiment, je dirais, toutes les décennies, comme ça, une nouvelle vague d'installation dans des lieux très différents, puisqu'évidemment, quand le foncier devient trop cher, on va plus loin, on va ailleurs, dans un autre coin des Cévennes, dans un autre coin de Bretagne. Et à partir de là, on peut épauler les néophytes, pas simplement néo-ruraux, mais néophytes, voilà, en leur proposant l'hospitalité, quoi, pour poser un camion, une yourte, ou un stage, ou un petit boulot, parce qu'il y a du travail dans les champs. Et ça, c'est extrêmement important. Du coup, moi, j'appelle pas ça de l'autosubsistance. D'une part, ça me ramène à l'automobile, mais à l'automatisme, mais l'entre-subsistance. Voilà, c'est quelque chose d'éminemment collectif, concerté, et qui, du coup, donne à penser. Voilà, c'est social, des micro-sociétés. Mais est-ce que c'est pas une fuite, une mise à l'écart, le renoncement à la transformation globale et à l'action politique en une façon moderne de cultiver son jardin, comme le personnage de Candide, je crois, qui à la fin d'aventures absolument terribles et désespérantes va cultiver son jardin en disant que le monde vive sans moi. L'avantage de cette enquête de longue durée que j'ai menée, c'est que du coup, j'ai pu aussi bien voir ce que j'ai fini par qualifier des luttes frontales, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que des luttes que je vais appeler feutrées. Et on peut les opposer en termes de répertoire d'action, en disant il y en a qui sont en confrontation directe avec l'État, œuvrent évidemment pour changer les lois et puis montrer que d'autres façons de faire sont viables, tandis que d'autres le font très discrètement, et si on se déplace pas au fin fond de la campagne, on peut même ne pas voir que ça existe. Et le fait de travailler comme ça, d'enquêter sur la longue durée, c'est de voir que les personnes circulent en fait de ces fameux écolieux à ces luttes frontales. Et que l'une ne fonctionne pas sans l'autre. S'il n'y a pas tous les peuples qu'on pourrait appeler des yourtes et des habitats légers du fin fond des campagnes pour venir à Notre-Dame manifester ou prêter main forte à l'occasion. Et tout le monde ne peut pas le faire dans ces campagnes, parce qu'il y a des bêtes qu'il faut nourrir tous les jours, parce qu'il y a des places de marché qu'il faut pas perdre, sinon quelqu'un de Rungis va y venir. Donc on y envoie, il y aura toujours quelqu'un de ces lieux-là qui aura plus de temps, sera entre deux vies, va être dépêché pour aller sur les luttes frontales, revenir après, de redonner des nouvelles. Et puis moi je retrouve des flyers dans des endroits pas possibles, de gens connectés à des luttes frontales, et à l'autre bout du monde aussi. Et ça, je pense que cette interdépendance-là, qui est parfois conflictuelle, évidemment, on va dire, mais vous militez pas suffisamment, et puis les autres vont dire, oui, mais vous êtes plus violents que nous, on le souhaiterait. Et donc, il y a vraiment des conflits qui sont pas à ignorer, et qui se retrouvent dans chaque site aussi, où il y a des mouvances plus autonomes, d'autres plus écolos, mais dans les deux cas, je vois une radicalité, c'est-à-dire la question de plonger dans les racines de la structure, et de pas se laisser attraper par cette structure-là. Et donc, pour moi, j'ai vu des proximités de mode de vie, en fait, et aussi sur le plan biographique,
Il y a des moments où on peut intégrer la lutte et des moments où c'est pas possible. On a besoin de s'enfouir. Et donc, c'est pour ça que j'emploie le terme je prends le vocable de l'enfouissement plutôt que de la fuite, parce qu'il faut repeupler un monde dévasté, il faut recréer des interrelations dans un écosystème où il n'y a plus que des gros agriculteurs et des maisons de campagne. Donc, il faut bien s'enfouir un moment pour réenclencher des cycles de subsistance locaux, quoi. Reporter. Le quotidien d'écologie. Geneviève Pruvot, il y a un mot qui n'est pas dans votre livre Quotidien politique, aux éditions La Découverte, c'est le mot sobriété. Un mot qui est venu, je dirais pas à la mode, parce que nous on le porte beaucoup, un reporter, et je pense qu'on a contribué à le poser dans le débat public, et qui exprime un petit peu la nécessité de réduire fortement la consommation matérielle et énergétique pour amoindrir notre lourd poids sur la biosphère. Et pourtant, ce mot n'est pas là, mais on a l'impression que l'enjeu d'être sobre est partout pareil, parce que la subsistance des sociétés paysannes dont on parlait n'étaient pas non plus des sociétés de la profusion. Elles pouvaient être des sociétés d'abondance, et c'est une discussion, mais voilà. Pourquoi est-ce que ce mot n'est pas là, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, c'est un mot que j'ai utilisé au début de mes enquêtes. Il y avait la question de la décroissance, même si ce n'était pas du tout le terme qui était employé, parce que c'est aussi politiquement situé par des personnes qui se désignaient pas forcément comme telles. Mais je l'ai pas employé parce que j'ai trouvé que le terme de subsistance, qui est vraiment le terme de Veronica Benoll-Thompson, de Maria Mies et de Claudia von Verloof, et aussi Vandana Shiva, qui va faire partie de ce mouvement des féministes de la subsistance, ce terme-là permettait de rendre désirable, en fait, parce que la transformation vers des sociétés effectivement qui sont sobres, mais que je préférais qualifier de sociétés de subsistance. Et alors l'autre c'est quoi la nuance quand même? Ça veut dire quoi subsistance? La nuance, c'est qu'en fait, c'est les sociétés d'abondance. C'est-à-dire que c'est de renverser, c'est-à-dire que les historiennes et les historiens des sociétés prémodernes, ou j'en sais rien, les historiens aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ne décrivent pas nécessairement des groupes faméliques, mais des groupes dans lesquels il y a des grands moments d'abondance, et dans lequel même l'abondance est nécessaire, parce que de toute manière, il faut pouvoir nourrir et vêtir les plus vulnérables qui n'ont pas les moyens d'assurer leur propre subsistance. C'est le potlatch. Et il y a des grands moments où on va mettre le feu à cette abondance, et donc il y a un surplus. Voilà, c'est pas des sociétés de survie. Et donc, du coup, c'était une manière de rendre compte de la profusion extraordinaire de la matière à partir du moment où elle remet en place des cycles de compagnonnage avec le monde vivant, qui est extrêmement varié. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait une enquête ethno-comptable, où je réduis la focale sur un tout petit des groupes de boulangers paysans qui vivent en yurts. Ça paraît une réduction un peu abusive, et pour montrer que si je m'absorbe dans cette existence, je commence à rentrer dans une complexité de relations entre les vivants, les objets qu'il faut savoir travailler, qui fait que ça devient vertigineux. Et du coup, le terme de sobriété pouvait renvoyer à la notion de simplicité volontaire aussi, je sais que tout ça c'est c'est pas comparable, enfin c'est pas les mêmes mots, hein. Et du coup, moi c'est un peu la première chose que me disaient mes enquêtés aussi. Ils parlaient de luxe, de richesse. Ils parlaient pas de réduction. C'est un peu la même réponse que je vous ai fait sur le téléphone portable. C'est-à-dire que on peut pas. C'est pas une. Je ne vis pas moins bien, je vis différemment. Voilà, je vis différemment, et ça me fait accéder à d'autres formes de vie qui s'avèrent extrêmement abondantes. Du coup, je trouvais que le terme de subsistance, mais dans le terme de subsistance, malgré tout, c'est vrai, il y a la question quand même de la limitation. Il y a un principe de limitation. On peut pas assembler n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle date. Il y a des saisonnalités, il y a des règles, des fonctionnements du vivant qui font que tout ça implique il y a un cycle du bois, cycle de l'eau, cycle des plantes, et on peut pas tout trafiquer comme aujourd'hui on le fait de façon déraisonnable. Et donc les corps aussi. Et ça, effectivement, c'est limitant. C'est limitant. Mais cette limitation, cet apprentissage des limites de ce qu'on peut demander aux vivants et de ce qu'il est nécessaire pour ce vivant pour qu'il se renouvelle, et que nous on puisse évidemment vivre avec durablement, je trouve que la notion de sobriété permet d'en rendre compte. Parce qu'évidemment qu'on va pas couper toute une forêt.
La notion de subsistance. Voilà. Que dans la notion de subsistance, il y a évidemment l'idée qu'il y a une limitation qu'il y a dans la notion de sobriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant. Il va évidemment que on va pas manger du sucre. Enfin, je veux dire, voilà. C'est une limitation par rapport au milieu de vie qu'on connaît. Donc, c'est une limitation en quelque sorte choisie, vécue, autonomisée. Alors que la sobriété dont on parle, c'est la sobriété dans le monde capitaliste du début du XXIe siècle, où on doit faire attention aux limites planétaires. Ah oui, c'est plus possible de consommer autant d'eau au niveau macro-système, comme on le disait. Et donc, il faut qu'on arrive à consommer moins d'eau, moins d'énergie. Alors que là, il y a une sorte de réappropriation. Réappropriation et réappropriation des moyens que cette subsistance redevienne abondante. Enfin, je veux dire, de l'eau de source, on en a plein, hein. C'est juste qu'on sait plus capter une source, qu'on sait plus vivre avec une source, au rythme d'une source. Et donc, moi, j'estime être en pénurie d'eau de source dans ma ville. Mais je suis en abondance d'eau de source quand je sais capter une source. Enfin, si elle est potable. Alors, il y a un aspect dans tout ce que vous expliquez et que vous écrivez, c'est quand même un renversement par rapport à la philosophie des Lumières, qui est fondatrice au moins en France, en Europe, dans le monde occidental largement, et qui opposait, qui disait, il faut se déraciner de ces sociétés paysannes où tout le monde est sous le regard de tout le monde, où il y avait quand même des rapports de hiérarchie terribles, de statut, et la liberté, c'est se déraciner. Et là, ce que vous êtes en train de dire, avec les écoféministes de subsistance et d'autres, c'est non, il faut se réenraciner, se relocaliser, se reterritorialiser, refaire du commun, refaire du collectif au niveau local et donc créer des solidarités qui pourront aliéner d'une certaine manière la liberté. Alors, comment vous explicitez ce renversement philosophique ? C'est vrai que là-dessus, il y a Vandana Shiva, Maria Miss, qui ont écrit un très beau livre qui s'appelle L'écoféminisme, qui a été traduit en français, et elles remettent vraiment en question, toutes deux, le mythe de la liberté, en disant, mais depuis quand la liberté doit s'abstraire du règne de la nécessité ? Moi, je ne suis pas... Si ma liberté se fait au prix de l'exploitation d'une paysanne dans un champ qui vit jusqu'à 40 ans pour que moi, je puisse partir en vacances, c'est un peu rude. De quelle égalité parle-t-on ? Donc, du coup, l'idée d'avoir tout misé sur cette fameuse liberté, mais aussi une sorte d'égalité en droit, et pas égalité en nature, c'est-à-dire mais tu fais quoi ? C'est pas, ça suffit pas le droit, ça déporte complètement. En tout cas, ça empêche vraiment de réfléchir complètement à ce que c'est que l'émancipation, parce que l'émancipation ou ma liberté ne peut pas tout simplement, enfin c'est le bilan qu'elle tient, ne peut pas tout simplement être coupée de sa base matérielle. Et cette base matérielle, vous avez employé le terme d'enracinement, et c'est un terme qu'effectivement Simone Weil, par exemple, en parle beaucoup. Et moi, je fais vraiment attention au vocabulaire parce que aujourd'hui, enfin, je préfère parler d'ancrage, hein, parce que d'une part, ça correspond beaucoup plus à ce que j'ai vu sur le terrain. C'est quoi la différence entre ancrage et enracinement ? C'est très différent. L'ancrage, on peut lever l'ancre. On peut lever l'ancre. On est mobile. On est mobile. Il y a du nomadisme. Et ça rappelle quand même que beaucoup de sociétés sont nomades aussi. Il y a du nomadisme dans nos sociétés. Il n'y a pas que des sociétés paysannes implantées. Et y compris dans les sociétés paysannes, il y a toujours une partie nomade, des saisonniers qui vont et viennent. Et que ces sociétés paysannes, de toute manière, sont faites de mouvements de population. Elles ne sont pas des sociétés fermées. Voilà, c'est pas des sociétés fermées. Il y a vraiment du trajet, enfin de la mobilité et du nomadisme. Ça, c'est un autre point. Et par ailleurs, nous sommes... Comment dire, on a été tellement déterritorialisés dans nos sociétés occidentales, dans le Nord global, que revendiquer une racine n'a pas de sens, et que donc c'est bien pour ça qu'on parle de néo-paysans, néo-ruraux, qui se mettent, certains vont réapprendre même des langues, je sais pas, l'occitan, le breton, alors qu'ils sont pas du tout ni bretons ni languedociens depuis moult générations. Donc on voit bien qu'il y a l'idée que on va s'ancrer quelque part, faire corps avec une tradition réinventée, voire même critiquer cette tradition. Par contre, essayer de se remettre en état d'écoute
d'un territoire tel qu'il a été saccagé, mais tel qu'il est aussi revivable, enfin je veux dire réemployable ou retraduisible en des termes plus bio-régionaux, on va dire, ce qui fait que la subsistance peut reprendre le chemin d'un marché local. Et ça, je pense que c'est quand même fondamental. C'est une critique des Lumières en ce que, du coup, l'idée des paysans enchaînés à leurs terres, société patriarcale qui serait incapable de raisonner avec une ville, c'est une vision totalement réduite de ce qu'ont pu être les sociétés d'une part féodales et d'autre part prémodernes. Et ça, Silvia Federici le montre très bien, mais aussi Kropotkin, par exemple. On voit bien que les anarchistes ont puisé aussi dans l'entraide. Dans l'entraide, ils montrent tous comment les campagnes et les villes fonctionnaient ensemble, mais c'était pas les mêmes villes, c'était pas les mêmes campagnes. Et donc, par exemple, c'est typiquement on voit bien qu'il y a une circulation constante entre des paysans qui vont avoir des bouts en exode rural, mais qui peuvent revenir à tout moment, retravailler d'ailleurs dans les champs. Ça fait des portes de sortie, évidemment, dans ces fameuses maisonnées patriarcales qui peuvent être assez oppressantes. On va s'échapper et c'est un grand lieu d'émancipation féministe. Ça, Silvia Federici le rappelle. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les campagnes sont des lieux, où aucune résistance ni aucune redistribution de type, le mot démocratique est trop fort, mais en tout cas de type égalitaire, n'est pas possible. C'est au contraire, il faut retrouver historiquement les capacités d'autogouvernement des campagnes. Et donc, tous les autrices et les auteurs que j'ai étudiés donnent des exemples précis de fonctionnement communautaire et que ensuite la grande métropole, évidemment, va aspirer, détruire. Reporter. Le quotidien d'écologie. Et Geneviève Pruvot, il y a justement une question qu'on se pose, c'est que, ok, les alternatives écologiques rurales, il y a un avenir qui se dessine, et c'est bien cet avenir de possibilités, de prise en compte des limites, d'émancipation et de bonne vie. Mais nous sommes maintenant dans des sociétés où je crois on est à 75% en ville. Là, on est en train de parler à Paris. On pourrait être à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux ou à Lille. Et comment est-ce que ces perspectives très réjouissantes que vous évoquez pourraient se concrétiser en ville? Alors, il y a un premier point. C'est quelque chose. J'ai enquêté sur des alternatives rurales, mais très rapidement, on tombe sur une petite ville. Et puis aussi une grande ville. Et là, donc j'ai pu faire des entretiens aussi avec des personnes qui, de la grande ville, en fait, vont faire un trajet pendulaire dans l'autre sens pour aller dans des campagnes. Et donc là, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'on parle toujours des gens des rurbains qui habiteraient à la campagne, mais dont le centre de vie serait à la campagne. Et là, on a des urbains... À la ville, pardon. Et là, on a des urbains dont finalement... le centre d'intérêt se trouve dans un écolieu ou une ZAD qui se trouve à 30 km ou 40 km. Et ils n'arrêtent pas de faire des trajets, ils y vont, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en ville alors ? Ils y habitent, ils y ont des enfants, ils y ont un travail, et ça compte aussi. Et donc, mais on voit bien que ça se déporte du côté de la campagne. Donc ça, c'est un premier point. Il y a des trajets pendulaires dans l'autre sens qui se font, avec des circulations très importantes entre ces sites ruraux et ces sites urbains, parfois en métropole. Deuxième point, comme je vous disais, les sociétés paysannes, elles fonctionnent en maisonnées très élargies, qui vont jusqu'à la ville. Et donc, beaucoup de migrants font ça, déjà, en créant des circulations avec leur pays d'origine et leur communauté d'origine. Ils savent déjà faire ça sur des grandes distances, avec des circulations de matière, d'argent, d'entraide localisée. Et donc, ça se fait sur des grandes distances. Donc là, on peut d'autant plus le faire sur des plus brèves distances. Et donc, il y a des choses, des artisanats, des manières de conserver, des échanges qui peuvent rester en ville. Et il y a des circulations, donc il n'y a pas besoin de déménager. Je dis pas que tout le monde peut abriter les semis de nos maraîchers, mais pourquoi pas ? On a plein de fenêtres. La baie vitrée, après tout, faisant donc quelque chose. Parce que c'est un problème d'avoir tous ces semis dans une yourte. Donc du coup, il y a des circulations qui peuvent se réinventer, artisanales notamment, de transformation aussi, avec des ateliers dans les villes, dans toutes les cuisines des villes. Les garages, des zones pavillonnaires. Donc il y a plein de paliers comme ça. Et ensuite, il y a quand même un autre stade, c'est qu'il faut casser le bitume.
Parce que là, par contre, moi qui raisonne en termes de cycle de subsistance, très franchement, le jardin partagé ou le square, même si on transforme toutes les buttes de fleurs en fleurs comestibles, il y a quand même un problème d'occupation foncière. Et donc là, que des métropoles puissent assumer la décroissance démographique de la ville, mais il faut. C'est la survie même de la métropole. De toute manière, les gens la quittent. Mais malheureusement, il faut pouvoir la quitter. Et donc, faut avoir le pouvoir, c'est à la fois un pouvoir pas simplement monétaire, mais se dire que c'est possible de vivre à nouveau à la campagne avec peu d'argent, mais beaucoup par contre de ressources en nature. Et ça, c'est aussi une inquiétude tout à fait légitime que notamment des populations soit migrantes, ouvrières ou paupérisées, on peut imaginer quand même que c'est pas alors que ça coûte pas cher de ce que j'ai pu vraiment observer microéconomiquement, de changer de vie. Il n'empêche que c'est un saut que, pour l'instant, que les classes moyennes, blanches, supérieures, s'offrent bien davantage que des classes ouvrières. Donc, il faut un accès au foncier. Il faut un accès au foncier. Et rétablir des liens que, paradoxalement, peut-être, ce qu'on appelait la classe ouvrière a perdu. Ouais, il y a les jardins ouvriers, il y a une classe ouvrière encore dans les campagnes, mais évidemment en concentrant. Puis il y a toutes les sociétés, tout le monde de service, et on a les fameux bullshit jobs dont parle David Graeber, quoi. Ou tous les métiers invisibles. Et tous les dont métiers on a vu invisibles. L'importance pendant le confinement, tous les métiers du soin qui sont sous-payés alors qu'ils sont essentiels. Le care, ouais, c'est terrifiant parce que du coup, c'est sous-payé et en plus, c'est un métier de care qui est coupé de ses racines matérielles. Et que dans toutes les classes populaires, évidemment, et dans tous les pays du Sud, prendre soin des personnes, c'est aussi prendre soin de la manière dont elles mangent, jusqu'aux vêtements qu'on va investir d'une intention, même d'une sacralité. Et donc, c'est total comme soin. Et on peut pas, là, le soin, en plus, il est segmenté. Donc, on a des personnes, elles sont privées. Enfin, c'est même une souffrance pour plein de métiers du soin de se dire, mais je peux faire agir que sur un petit bout de soin. Donc, moi, en tout cas, casser du bitume, la stratégie du bulldozer. Et reprendre la place des voitures aussi. Et voilà, vider les voitures, on a besoin que des voitures pour des ambulances, des choses très urgentes, mais pas du tout pour notre vie quotidienne. Ça, c'est une certitude. Comment réorganiser la société pour retrouver une marge d'action sur ses moyens de subsistance? Quelle grande question. Mais en fait, je reprends une phrase que vous avez écrite dans Quotidien politique. Alors moi, j'ai botté en touche. Je me suis dit, je vais pas. Puis il se trouve que les personnes les textes qui m'ont beaucoup inspirée se réinventent pas l'ensemble du corps social et nous font pas un petit traité d'autogestion, quitte en main, quoi. C'est pas du tout l'enjeu parce qu'en plus il y a toujours l'idée qu'il faut composer avec le territoire, les gens tels qu'ils sont. Et donc moi j'ai appelé l'hypothèse vicinale. C'était vraiment une façon de dire comment réorganiser la société déjà en repensant le territoire proche, en relocalisant. Et donc, il y a plusieurs échelles. Il y a l'échelle biorégionale, c'est-à-dire se remettre dans les conditions de matière qu'il ne faut pas chercher à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout d'un pays, mais donc de composer avec les matières proches, mais évidemment pas celles qui sont à échelle pédestre uniquement, une échelle biorégionale. Bon, c'est à échelle pédestre, pour plein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils font ça en une journée, mais de voilà, marche. Ce que l'on peut parcourir en distance en un jour. Voilà, ce que l'on peut parcourir en distance en un jour, avec des kilomètres absorbables, et qui fait que le territoire est encore figurable, qu'on reste encore dans des possibilités d'interconnaissance. Un rayon de 20 km à peu près. Un rayon mais ça peut être plus vaste. Ça dépend si on est en plaine ou en montagne. Voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que c'est pas possible de faire un programme, parce que ces échelles, elles varient en fonction du biotope, quoi. Mais en même temps, on est là en 2022, dans un pays, la France, qui connaît son grand rituel politique tous les 5 ans. Ça bouge quand même. Il y a une gauche et des écologistes qui sont mis ensemble. Donc, quand même, toute votre démarche et l'écoféminisme de subsistance et écologique que vous portez, comment est-ce que ça peut s'articuler avec ces grands macro-systèmes politiques qui espèrent arriver au pouvoir? Enfin, on verra ce qui se passera, mais... repenser déjà à l'échelle biorégionale, ça me semble fondamental. Sortir aussi d'une logique de privation des habitants, en fait, sur leur propre territoire. Ils ne peuvent pas, en fait, l'échelle communale est privée de beaucoup de leviers d'action, l'échelle régionale aussi. On est vraiment, le capitalisme fonctionne très très bien avec l'étatisation, et c'est vraiment ce que ce gouvernement nous montre. C'est un régime étatique très très fort. C'est
Donc évidemment que moi les alternatives qui m'intéressent et qui proposent des leviers qui ne partent pas, en tout cas si elles partent de ce niveau-là, c'est justement pour démanteler tout ce qui interdirait à des populations locales de s'auto-organiser. Par exemple, s'auto-organiser pour l'énergie, s'auto-organiser pour l'eau, s'auto-organiser aussi pour retrouver des matériaux de construction qui soient pas du parpaing et du béton, ni du bitume, alors qu'on a une variété de matériaux de construction à l'échelle planétaire. On a un appauvrissement architectural des matières qui est quand même un gros pollueur quand même, dont le Grand Paris nous le démontre tous les jours. On excave de la terre alors que la terre peut servir à bâtir, la terre argileuse. Donc il y a quelque chose quand même autour de la réappropriation, de la possibilité de reconstituer des échelles pertinentes d'action. Ce qui n'empêche malgré tout qu'il va falloir démanteler le nucléaire. Hein. Donc ça peut pas se faire à l'échelle locale, on est bien d'accord. C'est même à l'échelle européenne qu'il va falloir. Le nucléaire, c'est l'antinomique de tout ce dont on a parlé depuis une heure. Voilà. Centralisé, totalement inappropriable, loin, abstrait et très dangereux. Et qui va durer des millénaires. Donc c'est l'énergie totalement à l'image de la société dans laquelle on vit, la société industrielle. C'est-à-dire que quand on voit tout ce dont a besoin le nucléaire pour vivre, il faut se dire que c'est donc ce dont nous, dans notre quotidienneté, nous avons besoin pour vivre. Est-ce vraiment dans ce monde-là que nous avons envie de vivre? Donc du coup, quand on commence à réfléchir vraiment sur ce que c'est que le nucléaire, on voit le soubassement de nos démocraties. Moi, la démocratie nucléaire, ça me pose c'est presque antinomique en fait. C'est carrément antinomique. Et donc du coup, moi vraiment, on parle de pétromasculinité, il faudrait parler de masculinité. Mais là, c'est la comment trouver les termes. Mais pour la quotidienneté, pour le quotidien politique, qui réfléchit pas sur l'électricité nucléaire, donc réfléchit pas du coup sur le rôle de l'État. Et évidemment que les propositions politiques, si elles s'arrêtent là, ne peuvent pas sortir, de mon point de vue, du système tel qu'il est bien organisé autour de l'énergie nucléaire. C'est vraiment le butoir. Et vraiment, il y a Ariel Saleh, qui est une écoféministe australienne, qui a beaucoup dit que ne pas suffisamment avoir réfléchi au complexe nucléo, pharmacico, pétro, chimique de notre confort moderne est un vrai problème politique. Et là-dessus, il y a un enjeu féministe très fort à s'approprier absolument cette critique-là du monde. Parce que sinon, c'est aussi une perte pour l'émancipation des femmes. Parce qu'évidemment, le monde nucléaire, en plus, ça résonne comme les familles nucléaires, quoi. Il y a quelque chose dont il faut se rendre compte. Il y a, sur le plan féministe, et il y a vraiment toutes les luttes féministes. Là, je pense aux bombes atomiques, je pense à la sortie du livre aux éditions Cambourakis, La Hague, ma terre violentée, qui est très, très important. Voilà, parce que ça connecte complètement des enjeux féministes aux déchets nucléaires, en fait. Vous êtes optimiste pour le monde en général? Oui. Je suis optimiste parce que, déjà, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'action. Et parce que, justement, le féminisme me rend optimiste. Le féminisme, il y a eu des actions violentes dans le féminisme, faut pas l'oublier, et ça fait partie de cette lutte. Mais il y a aussi des actions très discrètes qui s'est fait de façon au cœur des familles, entre groupes de copines, et qui a permis vraiment d'installer des vraies transformations sociales, même si évidemment on en est qu'au début de cette transformation. Et ça a pu se faire à bas bruit. Voilà une bascule qui a pu se faire. Et je me dis que, c'est pour ça que je parle de quotidien politique, quand on commence au quotidien à réfléchir à toute la macro-structure qui nous oppresse et à activer des leviers de transformation, ça échappe à la surveillance, justement, des États, à la surveillance même sociale, en fait, parce qu'il se joue là des métamorphoses, et ça peut aller très vite. Et du coup, ça me donne beaucoup d'espérance, parce que je sais que des révolutions à bas bruit et à grand bruit, parce qu'il faut que, comme je dis, lutte frontale, lutte frontée, au point que je les mélange, j'arrive même plus à les distinguer phoniquement. C'est comme ça marche ensemble, ça peut aller vite. Geneviève Pruvot, quotidien politique à la découverte. Merci beaucoup. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs.
Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don. Reporter. Le quotidien de l'écologie.